présenter une conférence aujourd'hui sur l'élevage en zone amazonienne, puisqu'on est dans le stand Guyane, et que la Guyane, c'est l'Amazonie française. Donc je m'appelle Vincent Blanfort, je fais partie d'une unité de recherche qui travaille sur les systèmes d'élevage, et un organisme, le CIRAD, c'est un centre de recherche international pour l'agronomie et le développement des pays tropicaux. On travaille également avec l'INRA, qui est le centre de recherche français, et puis bien sûr avec le GIEC, qui est l'Observatoire du carbone de Guyane, qui cofinance nos recherches. Alors pourquoi l'élevage? Parce que l'élevage évidemment a un impact en ce moment assez fort au niveau de la société, on en parle beaucoup. Pas seulement pour les aspects végétariens, mais entre autres. Donc l'élevage est très décrié parce qu'il détruit des forêts, entre autres. Voilà, donc il consomme beaucoup d'eau. Donc il y a plein de publications qui se font, des publications scientifiques, mais également des journaux qui parlent de ça maintenant. L'élevage pourrait réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre parce que l'élevage émet des gaz à effet de serre, le méthane, les vaches rotent du méthane qui contribue au gaz à effet de serre, c'est un gaz très puissant. Et puis il y a d'autres titres, le Times avait fait sa couverture avec quand même que l'élevage pouvait sauver la planète. Hein. Donc tout ça, il y a des controverses actuellement sur l'élevage, et en particulier en Amazonie. Alors, excusez-moi, il est clair que l'élevage a un impact sur le climat, ça c'est un fait avéré. Le secteur de l'agriculture auquel appartient l'élevage, plus les forêts, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. En France, ça équivaut à 19% de toutes les émissions. Voilà. Alors l'élevage à lui seul est responsable de 14% de ces émissions, selon la FAO, avec essentiellement le méthane, évidemment, qui est le plus fort contributeur. Et l'élevage est également responsable, avec la déforestation, les feux de forêt, de 20% des émissions totales de CO2. Voilà, donc ça, c'est des impacts qui sont réels, avérés. Mais la réalité, elle est un petit peu plus complexe. Si on va au-delà de ces seuls impacts, on peut considérer que l'élevage concerne dans le monde environ 1,3 milliard de personnes. C'est-à-dire qu'il fait vivre directement ou indirectement 1,3 milliard de personnes. Donc ce n'est pas négligeable. Donc on ne peut pas considérer uniquement l'élevage du côté environnemental. On tient compte également des gens qui en vivent, c'est bien normal. Ensuite, l'élevage, c'est 30% des terres émergées. Donc c'est une part de la planète qui est très importante, c'est des écosystèmes qui sont très étendus. C'est également 40% de la production mondiale de l'agriculture. Donc ça, également une richesse au niveau mondial. On a plus de 3 milliards de ruminants sur la Terre qui produisent 30% de la consommation de viande, 99% du lait. Et puis sur des aspects qu'on connaît un petit peu moins, l'attraction animale par exemple. Hein. Donc il y a plus de 100 ans, l'attraction animale était bien représentée dans nos pays. Mais aujourd'hui, il faut vous dire que sur environ 1,5 milliard de paysans dans le monde, il y en a moins de 3% qui sont équipés d'un tracteur. Ça veut dire qu'il y a plus de 600 millions de paysans dans le monde qui utilisent l'animal comme force de travail. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il est également utilisé pour la fumure. Les engrais minéraux coûtent cher. Il y a plein d'endroits dans le monde où l'animal est utilisé en complément de l'agriculture, élevage. On a des exploitations qui sont mixtes et qui produisent grâce à l'élevage, grâce aux engrais et à l'attraction animale. Voilà, l'occupation de l'espace, je l'ai dit, par exemple en France, 50% des terres agricoles sont occupées par l'élevage. Hein, quand on va se promener, peut-être pas à Paris, mais si vous allez en vacances, en Auvergne en vacances, les paysages sont faits par qui? Par les éleveurs. Si les éleveurs n'étaient pas là, il n'y aurait pas tous ces paysages. Bon, voilà. Au niveau socio-économique également, il y a plein de pays où il n'y a pas de banque, où l'élevage est un investissement. Hein, on met son argent dans l'élevage et on le vend quand on a besoin d'argent. Voilà. Alors, le défi pour les enjeux et l'élevage doit tenir compte un petit peu de ces aspects qui sont à plusieurs dimensions. Il n'y a pas uniquement les impacts sur l'environnement et la production de viande dont il faut tenir compte. Alors, évidemment, c'est la production agricole de base, c'est sa fonction principale, c'est de produire de l'alimentation pour garantir la sécurité alimentaire actuelle. Et le deuxième défi, c'est qu'il faut se projeter dans l'avenir. 2050, on aura un pic de population d'environ 9 milliards d'habitants, c'est variable selon les modèles, pour lequel il faudra multiplier par 2 la production alimentaire. Et dans ce doublement, les productions animales vont y contribuer, puisque également on a une demande en produits animaux qui va augmenter. Alors,
Actuellement, la consommation de viande, elle est certainement trop élevée dans nos pays surnourris. Si on regarde aux États-Unis, par exemple en Amérique du Nord, on a 118 kg de viande par habitant par an. En Europe, 87 kg. Il y a des pays où on en mange beaucoup moins, où on est à 10-12 kg, moins de 10 kg, où on a des problèmes de malnutrition en protéines. D'accord? Donc on ne parle pas de la même chose quand on est dans des systèmes nord surnourris et dans des systèmes sud qui peuvent souffrir de la sous-nutrition en protéines notamment. Alors l'élevage n'est pas la seule solution, il y a d'autres sources de protéines. Il ne s'agit pas d'opposer ces productions, mais c'est complémentaire. Voilà. Donc on va essayer comme enjeu de multiplier ces productions tout en réduisant par deux les impacts environnementaux. C'est un petit peu ce qui est fixé par les grands organismes, la FAO, la COP21 aujourd'hui. Les enjeux, ils sont là puisque effectivement on émet des gaz à effet de serre, donc on va essayer de produire plus en ayant moins d'impact sur l'environnement. Alors comment ça marche un peu plus précisément un pâturage, donc de l'herbe, les ruminants mangent de l'herbe. Alors au passage, ce sont les seuls animaux, les herbivores, et en particulier les ruminants, qui valorisent la cellulose. D'accord? Donc quand vous mangez un steak, finalement, on peut se dire qu'on est en train de manger de la cellulose par procuration. On est incapable de digérer la cellulose. D'accord? Donc la cellulose contenue dans les végétaux est consommée par les animaux. Ils émettent, ces animaux, du méthane. Parce que la cellulose, c'est quelque chose de difficile à digérer. Alors les ruminants font partie des animaux les plus efficaces. Ils en digèrent une partie pour faire des protéines, du muscle, etc. Mais ils en réémettent une partie sous forme de déchets. Et c'est ça qui forme le méthane. Ce ne sont pas des organismes parfaits. Alors il y a des gens qui essaient de réduire un petit peu ces émissions. Et évidemment, les pâturages donc, qui sont composés d'herbacées, des graminées ou des légumineuses, des différentes familles, ils échangent avec l'atmosphère. C'est le processus de photosynthèse. La photosynthèse, c'est les plantes qui captent le CO2 le jour avec l'énergie solaire. Et ce CO2, ensuite, on a la molécule qui se casse pour faire du carbone. Ça va faire la structure de la plante. Et ensuite, l'O2, lui, va être réémis dans l'atmosphère. Hein, on dit que les plantes, c'est le poumon de la planète. Voilà, ça se passe comme ça. Mais la nuit, c'est le phénomène inverse qui se passe. Parce que la nuit, les plantes respirent et réémettent du CO2. On a donc des échanges permanents avec l'atmosphère. Ensuite, cet écosystème végétal, comme tous les écosystèmes, il repose sur un sol. Et ça, c'est un support qui est fondamental. Un sol qui contient notamment de la matière organique, l'humus et différentes autres parties. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que cette matière organique? Eh bien, c'est du carbone. Donc, les flux échangés avec l'atmosphère permettent de faire croître les végétaux, des racines également. Les racines nourrissent les végétaux et les racines meurent rapidement. Et quand ces racines meurent, elles se décomposent dans le sol et elles forment de la matière organique. C'est ce qu'on appelle le carbone de la matière organique. Et on a donc un stock. Tous ces échanges avec l'atmosphère conduisent à stocker du carbone dans le sol. D'accord? Et là, les pâturages ont l'avantage par rapport aux cultures, c'est que ce sol, si on n'y touche pas, par exemple, on peut trouver du carbone à des profondeurs, à 1 mètre de profondeur, on peut trouver du carbone qui provient de racines qui ont existé il y a 1000 ans et qui petit à petit ont été enfouies. Donc on a du carbone en réserve de centaines, de milliers d'années dans le sol. Si on n'y touche pas, il reste là. À la différence des cultures, par exemple si on fait un labour, eh bien on remet en vie tout ce carbone, cette matière organique qui est consommée par les organismes du sol. Et on a des respirations et on a le sol, le carbone du sol qui est réémis vers l'atmosphère. Voilà, je vous parle de ça parce qu'on va parler de carbone du sol bientôt. Donc ce carbone du sol stocké dans la matière organique représente quelque chose de très important. Ça représenterait 90% du potentiel de réduction du secteur agricole. Je vous ai dit tout à l'heure que les productions agricoles produisaient avec les forêts plus de 30% des gaz à effet de serre. Eh bien, si on arrive par des pratiques adaptées à stocker ce carbone dans le sol, on pourrait réduire 90% de ces émissions. Donc c'est donc quelque chose de très important. On a un programme actuel qui s'appelle le 4 pour 1000 qui va être développé par la France pour devenir un programme de recherche et de développement international. Il y a des modèles qui montrent qu'une augmentation de la matière organique de 4 pour 1000 par an pourrait en théorie compenser l'ensemble de production de gaz à effet de serre produit par l'homme.
Donc c'est important, comme je vous l'ai dit, les sols occupent une grande part de la planète et peuvent stocker du carbone. Alors, on a vu tout à l'heure que les pâturages occupaient 30% des terres émergées et par ce phénomène de stockage de carbone dans le sol, ils contiennent 30% du carbone terrestre. Par comparaison, les forêts, elles occupent 30%, à peu près la même surface, et stockent 50% du carbone terrestre. Donc souvent, les pâturages, on n'en parle pas. Hein. On parle souvent des vaches, des émetteurs de gaz à effet de serre, mais ces aspects-là, on n'en parle pas. Donc je pense qu'il faut avoir une vision un petit peu honnête et essayer de parler des choses pour essayer de comprendre bien ce qui se passe. Alors pour illustrer un peu tout ça, j'ai pris l'Amazonie, puisque nous sommes ici sur le stand amazonien. C'est un territoire emblématique, comme vous le savez tous, et au sein duquel l'élevage a été une des causes principales de déforestation. Bon, en particulier au Brésil, évidemment. Donc là, on a l'Amazonie et on voit bien que la pression du reste du continent, là, ce sont les réseaux routiers hein, qui, petit à petit, se sont formés. On a des fronts de déforestation, notamment sur l'ouest, le sud-ouest. Voilà, petit à petit, ça grignote. Alors, c'est vrai que l'élevage a été responsable de la déforestation. Donc, au Brésil, 20% de la forêt, à peu près, hein, a été déforestée. Alors quand on va au Brésil, je travaille en Guyane et au Brésil avec des collègues brésiliens, les Brésiliens, ils ne vous disent pas ça. Ils vous disent non, on a préservé 80% de la forêt. C'est une question de point de vue, mais ce n'est pas neutre comme attitude. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat, hein, ce n'est pas le propos, et je suis absolument pas je ne prône pas la déforestation, pour être très clair. C'est évident que la déforestation occasionne des dégâts sur la biodiversité, sur le régime des pluies, etc. J'ai un collègue qui en parlera demain. C'est pas mon propos. Donc les prairies sont responsables de 80% de cette déforestation au Brésil. Au Brésil, la déforestation a été stoppée. À partir des années 2008, on a eu un ralentissement très élevé. Ça a repris une reprise en 2012-2013, malheureusement, pour des questions de loi sur le foncier. Mais on n'est plus dans les années 70, 80, etc., où on avait des quantités de déforestation assez énormes. Là, on n'est plus, le gouvernement brésilien a pris des mesures, on a un fort ralentissement. Et un des enjeux actuels maintenant, c'est de gérer les terres déforestées. Puisque ces terres déforestées, elles sont souvent sous-exploitées, mal exploitées. Donc, gérons au mieux les surfaces déforestées pour produire, par exemple, de la viande, dans notre cas, ou du lait, mais pour éviter d'aller défricher plus loin. D'accord ? Donc, le débat, il s'est un petit peu déplacé. Alors, en Guyane, le débat, il n'est pas tout à fait le même, puisque, bon, on n'a pas les mêmes échelles. La Guyane est évidemment beaucoup plus petite, mais ce sont à peu près les mêmes processus biologiques. Donc, ce qu'on peut faire en Guyane peut très bien être extrapolé à d'autres zones de l'Amazonie et plus généralement sur les forêts tropicales dans le monde. Alors la Guyane, c'est 96% du territoire est encore occupé par la forêt. Hein. On a donc juste une bande côtière qui a été défrichée et qui est notamment occupée par de l'élevage. Et la déforestation qui se produit actuellement, elle est attribuée 50% donc, pour l'agriculture. Et j'ai mis le chiffre pour relativiser tout ça, c'est 0,06% de la surface de la forêt. C'est donc quelque chose d'assez limité et on a affaire autant que possible à une déforestation raisonnée avec des pratiques le plus favorable possible à cette forêt. Donc 90% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à ce changement d'utilisation des terres. Donc forêt pour faire de l'agriculture, des villes. La Guyane aussi a un taux de croissance de population très très élevé. Ben, ces gens-là, il faut bien les loger quelque part. Alors le développement de l'élevage aussi, actuellement, il couvre seulement 20% des besoins. Donc un des objectifs aussi, c'est d'essayer d'augmenter les productions avec du développement, ce qu'on appelle du développement endogène. Alors, on essaie de faire, qu'est-ce qui vaut mieux finalement? Produire, par exemple, dans ce cas-là, produire de l'élevage sur place, des animaux un peu au détriment de la forêt, ou bien importer des animaux d'autres pays en les faisant traverser l'océan par bateau, ça aurait également un coût. Alors tout ça, on ne sait pas trop le dire actuellement, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Donc, la recherche s'est emparée du problème avec des collaborations locales, les collectivités, les politiques, ont réfléchi un petit peu sur des manières d'essayer de comprendre ces bilans carbone. Alors il y a une plateforme intéressante en Guyane puisque la recherche sur la forêt est implantée depuis plusieurs décennies
par le CIRAN notamment, qui a beaucoup investi sur la forêt. On a des placettes d'études qui étudient l'évolution, la dynamique de la forêt dans des placettes sur l'ensemble de la forêt guyanaise. Et puis, on a également une tour à flux qui a été mise en place par mes collègues de l'INRA. Donc, la forêt fait à peu près 30-40 mètres de hauteur. On a une tour à flux qui fait 50 mètres de hauteur et qui mesure ce que je vous expliquais tout à l'heure, les échanges de CO2 de cet écosystème avec l'atmosphère. Donc la forêt capte du CO2 à certains moments et puis à d'autres moments elle en rejette. Et puis au bout d'un certain temps, on fait l'addition, la soustraction et ça fait un bilan. Et ça, on le fait avec des appareils, là on mesure les quantités de CO2 dans l'atmosphère qui sont analysées par des appareillages en extérieur, également dans des zones de pâturage qui sont très proches de la forêt, ce qui permet de faire des comparaisons de bilan. On a la forêt, on défriche, on met des animaux, qu'est-ce qui se passe? On quantifie des bilans. Alors, la forêt, juste quelques clichés sur la forêt guyanaise. Donc la forêt guyanaise, vous voyez, la forêt, ce sont des grands fûts tout droits qui font parfois 40 mètres de hauteur. C'est un milieu qui est formidable, qui est fantastique, qu'il faut bien sûr préserver, c'est clair, mais qui est quand même exploité par les populations locales sous forme de culture sous brûlis. Donc ils brûlent une partie de la forêt, ensuite ils se déplacent, ils reviennent. Donc c'est une exploitation plutôt légère. Ensuite, on a une exploitation un peu plus industrielle. Par exemple, là, ça c'est du côté de cacao, où on a mis en place des productions, par exemple, pour faire du maraîchage ou des cultures fruitières. Donc là, c'est un peu plus, évidemment, impactant. Et puis, évidemment, il y a l'élevage. Et ça, c'est un peu les images catastrophiques qu'on voit un petit peu souvent à la télévision. Ça existe, on ne va pas le nier. Mais je vais vous expliquer un petit peu qu'on peut essayer de réduire un petit peu ce qu'on voit ici. Alors la forêt, juste pour expliquer, la forêt ne brûle pas toute seule. Donc on coupe les arbres, on les laisse sécher en saison sèche et on met le feu. Voilà, donc ça ce sont les modes de développement d'installation de l'élevage. On installe des animaux et ensuite on a donc des prairies avec des gens qui vivent aussi là-dessus, faut pas oublier. Donc il y a des... Excusez-moi, la souris est sensible. On a des éleveurs qui vivent de cette activité et qui fournissent donc 20% de la production en viande de la Guyane actuellement. Alors, juste sur les flux, voilà, ça résume un petit peu ce que je vous disais tout de suite. On a donc ces tours, ces appareils qui mesurent la photosynthèse. Donc là, il faut imaginer que le CO2 est absorbé par le système. Et puis la nuit, c'est le contraire. La forêt respire et réémet du CO2. Alors ces dernières années, mon collègue en parlera beaucoup mieux demain, donc je ne vais pas détailler. La forêt amazonienne, du fait de son évolution, réduit considérablement sa capacité de stockage. Et on peut dire que s'il y a eu certaines années, la forêt a stocké beaucoup de carbone, on a un ralentissement qui est lié à des phénomènes de dynamique de la végétation. On a par exemple parfois un vieillissement qui fait qu'aujourd'hui, la forêt n'est pas forcément le poumon de la planète, contrairement à ce qu'on croit. C'est plus compliqué. Et puis il y a des variations spatiales également, puisqu'on a des parties où la forêt peut être jeune en croissance, et là on va stocker du CO2, et il y a d'autres parties où la forêt est plus vieille, et là le stockage n'existe plus. Le stock existe, mais on n'a plus de flux annuel. Donc venez demain, là, si vous êtes encore là, j'ai mon collègue qui fait une conférence là-dessus. Et puis sur le pâturage, on mesure pareil. Voilà les flux jour-nuit, par exemple. Bon. Alors, ces flux annuels qui rentrent dans la végétation, je vous ai dit tout à l'heure que tout ça était stocké dans le sol. Hein. Au fur et à mesure, les végétaux, avec les racines qui meurent, qui se décomposent, les litières, les feuilles qui tombent au sol, qui meurent, ça fait de la matière organique. Et dans la matière organique, il y a à peu près 50% de carbone. Voilà. Alors, pour aller compter ça, on a mesuré les échanges de CO2 dans l'atmosphère. Et on va mesurer les stocks, combien il y a de carbone dans ces stocks, avec des carottages. On fait des carottages à 1 mètre de profondeur, on trie la terre, on la tamise, on va en laboratoire, on mesure par exemple combien il y a de carbone à l'intérieur. C'est comme ça qu'on mesure les stocks de carbone dans les sols. Ces stocks représentent l'accumulation des flux, on a donc des approches complémentaires. Et pourquoi toutes ces recherches finalement? Dans mon cas, on arrive à calculer ce qu'on appelle des bilans carbone. Hein, donc on fait la somme des stockages de CO2 par exemple. On arrive par exemple sur des prairies avec des animaux qui sont dessus. Hein, on a un bilan presque fermé, on a des animaux, on a mis le feu au départ, les animaux broutent l'herbe, émettent du méthane et puis petit à petit on a un stockage de carbone dans le sol au fil des années.
Bon, tout ça, on le retraduit avec nos mesures, avec un stockage sur, là j'ai mis chargement fort quand on met beaucoup d'animaux par exemple. Là on va stocker 0,500 tonnes de carbone par hectare par an. Quand on met moins, c'est qu'on a un stockage dans le sol. Quand on met plus, on a des émissions. Ici on avait beaucoup d'animaux, on a beaucoup émis. Et on fait le compte de tout ça et on arrive à une prairie qui émet du carbone, plus de 0,8 tonnes à l'hectare. L'autre prairie, on a un chargement plus faible, beaucoup moins de méthane. Et là, la prairie s'avère un puits de carbone. Ça veut dire qu'ici, on va stocker plus de 1 tonne de carbone par hectare par an. Par comparaison, la forêt, sur la grande tour qu'on a vue tout à l'heure, elle stocke par exemple 2 tonnes, 2 tonnes 5, c'est variable. Et on a mesuré à certains moments, on a parfois des stockages qui sont de l'ordre de 2-3 tonnes. Donc c'est important comme stockage. J'ai bientôt terminé. Ces résultats-là, ils sont mobilisés à la fois pour faire des publications, c'est notre métier dans la recherche. On les transmet également à des organismes, le GIEC là, qui alimente par exemple les décideurs de la COP 21. Ça se base sur des productions scientifiques, on espère les alimenter. La FAO qui fait également des plans sur les croissances de population mondiale, comment les nourrir. Et puis l'Observatoire du carbone de Guyane, donc là on a une structure locale qui s'occupe de faire des bilans au niveau territorial. Et pour produire ces bilans, elle a besoin d'informations, un observatoire a besoin d'informations et c'est la recherche en partie qui les fournit. Donc on travaille en collaboration avec eux, ils nous cofinancent d'ailleurs et ça permet de faire des bilans territoire, filières, des bilans sur la filière élevage par exemple, et de donner par exemple des outils pour faire des bilans à l'échelle ferme. Voilà, je termine avec aujourd'hui un concept qui devient de plus en plus prégnant, c'est l'agriculture climato-intelligente. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, les enjeux sont de produire plus en réduisant nos impacts. Bon, voilà, donc c'est la règle des 3 A. C'est une agriculture qui doit produire durablement, en s'adaptant au changement climatique. Les conditions vont changer, il va falloir s'adapter, atténuer ses émissions et tout en améliorant la sécurité alimentaire. Voilà, donc l'agriculture, elle a des rôles, elle n'a plus seulement le rôle de nourrir les gens, elle a des rôles beaucoup plus complexes. Et pour ça, on va essayer d'augmenter des efficiences, on appelle ça, donc produire le plus possible avec le moins d'impact possible. Donc on va essayer d'avoir des efficiences fortes. Voilà, donc on a des moyens, par exemple des pratiques. Au Brésil, on fait ce genre de choses. Ça s'appelle le sylvopastoralisme. On met des pâturages avec des animaux et là, on a des eucalyptus. Donc là, on a une production de biomasse qui est énorme. On produit de la viande, de la biomasse, par exemple, pour faire du papier et puis on stocke du carbone. Donc là, on est gagnant sur pas mal de plans. Ici, ça sont des pâturages en Guyane. On voit que c'est des pâturages qui sont très fertiles, très bien tenus, avec des buffles par exemple dessus. Donc on peut arriver à avoir une agriculture qui soit efficiente, avec le plus possible d'atténuation pour le climat, puisqu'on peut penser que sous ce pâturage, au bout de 2-3 décennies, on a un stockage de carbone qui s'est accumulé et qui va compenser une partie des émissions de ces animaux. Et je termine. Donc l'agriculture aujourd'hui, on lui demande de faire quelque chose de très compliqué. Donc les paysans aujourd'hui, paysans c'est pas un gros mot, hein, c'est nourrir le monde, sauver la planète, il n'y a pas plus simple comme boulot. Voilà, bon. Je vous remercie. Et ça, c'est les gens qui ont contribué à ce travail, notamment les agriculteurs chez qui j'ai pu travailler en Guyane. Je vous remercie. Si vous avez des questions ou des remarques, on peut discuter un petit peu, le débat est ouvert. J'ai beaucoup parlé maintenant. Oui. J'ai pas compris quand vous parliez du stockage de carbone dans le sol qui était une Oui. solution pour réduire à peu près 90% des Oui. émissions